En 1989, le mur de Berlin s'écroule, entraînant avec lui, 2 ans plus tard, l'Union des républiques socialistes soviétiques, alias l'URSS. On assiste donc à la chute d'un des deux géants de la planète du XXe siècle, hein. Notre but durant cette première vidéo et durant donc cet épisode pilote, ça va être de déterminer quelles sont les causes, hein, de la chute de ce grand pays qui a été l'Union soviétique, au travers des raisons extérieures et intérieures, sur plusieurs plans, les plans militaires, économiques, technologiques, sociaux et diplomatiques. Et nous allons donc aborder tout ça en plusieurs points et en plusieurs parties. Donc, nous allons d'abord nous intéresser au point de vue de Ronald Reagan, donc au point de vue américain. Donc, Ronald Reagan qui est arrivé au pouvoir en 1981 avec le slogan America is back, l'Amérique est de retour, elle va de nouveau avoir une importance sur la scène internationale. Donc ce président veut voir la chute de ce qu'il qualifie l'empire du mal, c'est-à-dire l'Union des républiques socialistes soviétiques. Donc pour cela, Ronald Reagan va relancer la course aux armements qui va peser de manière assez importante sur l'économie soviétique. Donc il va augmenter énormément le budget de la défense américain, produire de nouveaux avions, de nouveaux bateaux, qui vont obliger les soviétiques à en faire de même. Mais il va leur relancer aussi quelque chose de nouveau, la course à l'espace. En effet, en 1983, il lance l'initiative de défense stratégique, l'IDS, ou programme Star Wars. C'est un programme qui consiste à intercepter les missiles balistiques russes porteurs de bombes atomiques avec des satellites et des rayons laser, donc des technologies de pointe. Donc si le projet est difficilement réalisable de manière technique, il vise également à peser sur l'économie russe, puisque les Russes sont obligés de lancer un programme similaire dans le cadre de la course aux armements, et vont investir énormément d'argent dedans. Beaucoup d'argent qui n'est pas utilisé dans les finances russes, qui sont en grande difficulté, contrairement aux finances américaines. Donc, en plus de cette idée, Ronald Reagan va lancer de nouveaux programmes d'avions qui forceront les Russes à faire de même, et donc à dépenser énormément pour la recherche. La recherche de pointe qui est très coûteuse. Donc on va notamment avoir chez les Russes de nouveaux avions qui vont être créés, notamment les Su-27, MiG-29, des avions qui sont toujours produits à l'heure actuelle, ou même des sous-marins atomiques, notamment les sous-marins de classe Typhoon, qui sont les plus grands sous-marins nucléaires du monde. Sous-marins tellement puissants qu'ils ont 2 coques en réalité. Voilà. Donc tout cela va peser énormément sur une industrie soviétique, une industrie soviétique qui est plutôt focalisée sur l'industrie lourde, avec notamment des chiffres assez astronomiques dans la production de chars. On peut par exemple citer la production de 100 000 T-54 ou de 30 000 T-72, des chars équivalents aux modèles occidentaux. Effectivement, le principal problème de l'économie russe, c'était le fait que ce soit une industrie principalement basée sur le domaine militaro-industriel. Donc c'est beaucoup de problèmes de production, hein. Donc on va d'abord faire une petite piqûre de rappel, hein, pour voir ce qu'est l'économie russe. Donc l'économie russe, c'est une économie planifiée. Les plans sont émis par le Gosplan tous les 5 ans, qui est un bureau du Politburo. Enfin, c'est dans la suite des myriades de différents bureaux pour pouvoir exécuter un peu tout et n'importe quoi. Donc, on se retrouve, euh, on se retrouve donc avec une économie russe mal en point dans les années 80. Hein. Le système de l'économie planifiée fonctionne parfaitement dans le cadre d'une guerre, puisque prévoir quel équipement doit-on produire et en quelle quantité, ça, ce n'est pas un problème. Mais lorsqu'on tombe face à des demandes civiles, c'est une autre histoire. Hein. L'économie l'économie russe du point de vue civil était juste catastrophique. Hein, il y avait des listes d'attente pour accéder à des voitures. Hein. Des fois, les gens recevaient leur voiture après leur mort, ce qui ne leur sert plus à rien. Euh, on peut aussi voir un retard technologique du point de vue de l'électroménager. Hein. Les ménages russes n'étaient que partiellement équipés de télévision. La radio, bon, on commençait peu à peu à investir les ménages. Hein. La radio qui était un standard depuis les années 50, par exemple, dans des pays comme la France qui ont subi de plein fouet la Seconde Guerre mondiale. Donc on est quand même devant un gros problème de gestion. Et ce que c'est le problème, c'est que les différentes politiques de libéralisation
menés par Gorbatchev ne permettront pas de renverser la balance. Donc, aussi d'un autre point de vue, c'est que l'économie russe était principalement agricole, hein. C'était le premier producteur de céréales au monde, avant le développement de l'Inde et de la Chine, mais l'URSS avait d'énormes centres de production, hein, notamment les plaines du Kazakhstan, les steppes du Kazakhstan qui ont été mises en culture par le gouvernement de Khrouchtchev. Donc, encore une fois, on est face à un gros problème, c'est que même si la Russie produit en masse des céréales, elle est incapable d'être autosuffisante dans ce domaine, puisqu'elle a encore une fois d'énormes problèmes du point de vue technologique, c'est qu'il n'y a aucun moyen à l'époque en Russie de pouvoir conserver des céréales assez longtemps, de manière à les envoyer aux quatre coins du pays. On parle quand même du pays le plus vaste du monde. Donc on est face à un assez gros problème de logistique. Et on se retrouve avec des villes de la périphérie comme Vladivostok à l'est et Saint-Pétersbourg à l'époque, Leningrad à l'ouest, qui se retrouvent donc en manque permanent de céréales et qui sont obligés d'importer à leurs voisins d'Europe, voire même à des pays occidentaux. On peut aussi du coup rapidement parler encore une fois d'un autre problème de l'économie russe, c'est que malgré ces tentatives de libéralisation, l'économie russe n'est tout simplement pas prête à s'ouvrir à l'Occident. Les principales économies occidentales avaient des entreprises qui étaient extrêmement fortes, qui étaient habituées à la mondialisation, qui avaient donc des intérêts indépendants, ce qui renforçait l'esprit de compétition. Et lorsque le monde russe s'est ouvert aux industries occidentales, les industries russes du gouvernement se sont fait tout simplement balayer, hein, puisqu'ils n'étaient tout simplement pas habitués à la concurrence, hein. L'économie planifiée ne permet pas de lutter face à une économie de marché. Donc c'est là qu'on a vu du coup la disparition de beaucoup d'entreprises phares, hein, de l'époque en URSS, hein. On pense notamment à Leica par exemple, qui aujourd'hui est cantonnée à des petits rôles de production, qui était une marque d'appareil photo à la base, hein, qui a aujourd'hui pratiquement disparu. Les différentes marques de voitures aussi. Je vous conseille à ce titre un excellent épisode hors série euh, de, de Top Gear qui parle des différentes voitures du grand public russe. Donc on est vraiment face à un gros problème d'un point de vue économique. Mais autre chose aussi qu'on a tendance à oublier assez facilement, c'est l'intervention russe en Afghanistan. En effet, en 1979, l'URSS intervient en Afghanistan pour soutenir le gouvernement communiste qui est en grave difficulté. Donc ce conflit va s'éterniser jusqu'à 10 ans et l'URSS ne parviendra jamais à contrôler plus de 20% du pays, le reste étant occupé par des rebelles soutenus par les Américains. On va avoir notamment l'apparition des premiers Moudjahidines. Alors, cette guerre, qui va quand même durer 10 ans, ce qui est assez énorme, est parfois considérée comme le Vietnam russe. Elle va peser énormément sur les finances russes, notamment par l'envoi d'hélicoptères, d'avions en nombre très conséquent, pour tout simplement remplacer les pertes. Un autre fait important est la logistique russe. En effet, ravitailler des troupes et des bases dans un environnement aussi compliqué que l'Afghanistan est extrêmement difficile. Et ça va demander de nombreuses rotations, c'est-à-dire des trajets d'hélicoptères, d'avions, pour ravitailler des simples petites bases isolées qui ne servent pas à grand-chose, mais qui sont néanmoins présentes en grand nombre. Donc cette guerre va être extrêmement coûteuse pour les soviétiques, ils vont notamment y perdre 230 hélicoptères Mi-24 russes, ce sont des hélicoptères d'attaque au sol, donc ils coûtent chacun plus de 2 millions d'euros, enfin l'équivalent de 2 millions d'euros, ce qui est extrêmement cher. Donc on s'en doute bien, tout ça a un coût énorme. Et puis ça a aussi un impact énorme sur la vie politique du pays. En effet, de nombreuses familles ont des soldats qui sont partis en Afghanistan. Et on voit aussi de nombreux soldats rentrer dans ce qu'on va appeler des cercueils de zinc. Les avions funéraires, en quelque sorte. Donc tous ces facteurs contribuent à une baisse du moral des Russes et à une plus grande sollicitation de l'économie russe. Aussi, sur le plan diplomatique, la situation de l'Union soviétique était finalement peu enviable, hein. La majorité de ses alliés étaient des États satellites, hein. Le pacte de Varsovie était principalement composé de l'Union soviétique, des dominions
d'Asie et d'Europe centrale et de l'Est, ainsi que de quelques États du Moyen-Orient. Donc finalement, des alliés peu puissants en comparaison de l'alliance de l'OTAN avec d'autres puissances nucléaires comme la France et l'Angleterre. Donc on se retrouve avec une URSS isolée qui va commencer à montrer ses faiblesses sur le plan diplomatique à partir de l'arrivée de Gorbatchev. Euh, suite à la chute du mur de Berlin, les pays d'Europe de l'Est, mis à part la Biélorussie, l'Ukraine et la Russie, donc, se retournent finalement ces pays-là se retournent contre l'Union soviétique et prennent leur indépendance vis-à-vis de la superpuissance. Et Gorbatchev se considère donc dès maintenant comme un allié des États-Unis. Donc il va signer le PPP en 1989, le Pacte pour la paix, qui a pour but donc de soutenir la politique interventionniste américaine, notamment dans les pays du Moyen-Orient. Donc justement, cette politique va porter ses fruits, puisqu'on assiste donc à la fameuse première guerre du Golfe en 1990, où les États-Unis, pour protéger le Koweït, décident d'envahir l'Irak, à l'époque sous la botte du dictateur Saddam Hussein. Et ce dernier était justement un allié de l'Union des républiques socialistes soviétiques. Donc, dans le cadre du pacte pour la paix et de son rapprochement avec l'Occident, Gorbatchev décide de couper les ponts avec Saddam Hussein. Et c'est donc à partir de ce moment-là que, sur le plan diplomatique, l'Union soviétique perd toute crédibilité en fait. Elle abandonne ses alliés petit à petit, elle perd en puissance de manière drastique. On se retrouve donc, là on voit donc que c'est vraiment la fin en fait. L'URSS est totalement isolée. On peut aussi rapidement aborder le plan social, puisque en lien avec le plan diplomatique et économique, donc dans le cadre du Glasnost, euh, Gorbatchev décide donc de peu à peu libéraliser la population, pas d'un point de vue économique, d'un point de vue social, c'est-à-dire en gros commencer à enlever les bâillons, commencer à ouvrir de nouvelles chaînes de nouvelles stations radio, commencer à accepter les critiques au sein du journal unique La Pravda. Donc durant les années 89, 90, 91, on assiste à une vague de protestations envers le régime. La Pravda commence à publier des articles virulents contre le régime, puisque, puisque c'est donc à la demande de la population qu'ils le font. Les différentes radios commencent peu à peu à s'ouvrir à la musique occidentale. On voit donc les valeurs qui ont fait l'URSS pendant plus de 70 ans s'écrouler. Donc on peut donc admirer la fin de ce grand pays avec le temps. À partir des années 90, on considérait que l'URSS ne pourrait pas se relever. Encore en 89, après la chute du mur de Berlin, c'était l'abandon de quelques pays satellites. L'Union soviétique était encore un pays extrêmement puissant. Mais avec les débuts des protestations et la libéralisation de l'économie russe était à genoux. La population commençait à en avoir marre d'un régime qui les opprimait depuis l'époque stalinienne. Et donc tout ça, ce sont des facteurs internes qui vont provoquer la disparition de l'URSS. Donc, comme on l'a vu, l'écroulement de l'Union soviétique est dû à la fois à des problèmes internes, mais aussi à des problèmes externes. Donc si les principaux facteurs sont internes, ces facteurs sont néanmoins influencés par des éléments externes. La faiblesse de l'Union soviétique est aggravée par la course aux armements par exemple. Mais cette dernière n'est pas la seule responsable de la chute de l'Union soviétique. Par exemple, dans les années 1960, la course aux armements existe également. Pourtant, l'URSS n'a pas chuté. C'est ce qui prouve la faible importance des facteurs extérieurs, mais qui sont néanmoins présents dans le bilan de l'Union soviétique. Donc c'est ainsi que l'écroulement de l'Union soviétique en 1991 ouvrira la place à une nouvelle ère, le nouvel ordre mondial, où les États-Unis seront pendant une décennie la seule hyperpuissance du monde, avant le 11 septembre qui va radicalement changer la donne. Mais ça, ce sera peut-être pour une autre vidéo. Nous vous remercions donc d'avoir écouté cet épisode pilote qui a été fait donc en compagnie de Pierre. Bonjour. Donc moi je me présente, je suis Hugo.
Donc nous avons fait cette première vidéo, cet épisode pilote sur un sujet qui nous intéressait beaucoup, c'était quand même les raisons de la chute de l'Union soviétique, puisqu'on n'en parle pas beaucoup en cours. En cours, on va étudier ce qu'est la guerre froide, mais ce sera tout, on n'ira pas plus loin.